Notre soirée spéciale se poursuit sur BFM TV avec nos invités. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, peut-être même au-delà, pour essayer de comprendre ce qui se passe, tout simplement, puisque cette crise a vécu un nouvel épisode aujourd'hui avec l'intervention du Premier ministre qui a suscité la colère d'autres syndicats, ce qui semble indiquer que la grève, en effet, se poursuit, pas seulement demain, mais probablement les prochains jours. On va en parler évidemment maintenant avec nos invités sur le plateau route. Adrien Quatennens, bonsoir. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement National. Et Marlène Schiappa, qui reste avec nous, bien sûr, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée des transports. Voilà la partie, je dirais, plus politique. Et en même temps, on a entendu tout à l'heure des leaders syndicaux qui racontaient leur lutte, qui racontaient leur protestation, leur contestation de la réforme. Vous, les politiques, qu'est-ce que vous venez faire, entre guillemets, dans cette galère? Qu'est-ce que vous venez chercher? Pourquoi ça vous intéresse? Est-ce que vous venez faire de la récupération? Bonsoir, Route FIF. Je crois qu'en vérité, lorsqu'il s'agit de parler de la retraite, il s'agit de parler aussi de quelle idée se fait un grand pays comme la France de ce que doit être la vie de ses seniors, en quelque sorte, et quel modèle voulons-nous. Alors, vous faites une émission pour qu'on puisse aussi donner notre point de vue là-dessus. Moi, je voudrais commencer, vous ne m'en voudrez pas trop, je l'espère, par corriger Monsieur Pédagogie, que vous avez présenté tout à l'heure comme tel et qui a commencé par donner une première information qui a beaucoup circulé aujourd'hui, qui consistait à dire que celles et ceux qui étaient nés avant 1975 n'étaient pas concernés par la réforme, les annonces d'Édouard Philippe aujourd'hui. En vérité, si, parce que, vous voyez, quand le Premier ministre parle, il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Et dans son discours, il a notamment dit que celles et ceux qui prendront leur retraite en 2027 auront à connaître un âge d'équilibre, c'est-à-dire un âge à partir duquel vous n'avez plus de sanctions, de décote sur votre retraite, de 64 ans. Un petit calcul de coin de table permet de dire que 2027 moins 64 ans, ça fait 1963. 1963, c'est précisément l'année qui était initialement envisagée pour mettre en place cette réforme, qui a été décalée pour une raison bien opportune que tout le monde comprend, qui est de tenter de casser la grève en quelque sorte, parce qu'ils espèrent que cette génération qui est la plus mobilisée ne se sentira pas concernée. Mais si, effectivement, ils seront concernés par l'un des effets premiers, qui était effectivement cet âge d'équilibre. Bon, c'est la première chose. Je crois que Thomas Soulier, notre journaliste, considérait et disait que c'était la réforme par point. Pardon, que c'était la réforme par point qui concernait la génération d'avant 75. C'est bien la réforme d'après 75. Donc c'est cela qu'il a dit et c'était juste. Oui, c'est bien la réforme par points, mais en définitive, les annonces d'Édouard Philippe, notamment s'agissant de l'âge d'équilibre, concernent aussi ceux qui sont nés bien avant 1975. Mais c'était pas les points. Alors juste pour donner un peu une vision plus ensemble, rapidement. Rapidement, j'espère. Bon, le gouvernement, en cette période de fête, a plutôt bien emballé les choses. L'universalité, la lisibilité, ça fait un plutôt bel emballage pour un cadeau empoisonné. Mais de la part du gouvernement, qui est en fait le premier faiseur de régimes spéciaux, parce que la première chose qu'ils ont réalisée quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est en quelque sorte de casser une règle commune, le code du travail, pour que tout se négocie entreprise par entreprise. Donc ils ne vont pas nous faire croire aujourd'hui qu'ils sont soucieux d'universalité. Non, l'objectif pour eux est clair. À la question « Que voulons-nous pour nos vieux jours ?», Emmanuel Macron a répondu « Ne pas accorder une part supplémentaire de richesse aux retraites ». Son objectif est donc celui-là, les ressources, et sa variable d'ajustement, c'est la vie des gens. Il va vous répondre. Non, attendez, juste, si je peux juste faire un petit développement un peu plus complet. Non. Je vais être le plus rapide possible. Et après, j'écouterai. Non, mais voilà. Donc, l'espérance de vie, quelque part, l'âge auquel vous partirez en retraite, c'est la variable d'ajustement. Moi, je pense qu'il faudrait avoir le raisonnement inverse. Se dire que comme l'espérance de vie en bonne santé de 63 ans, qu'un actif aujourd'hui produit beaucoup plus qu'il y a quelques années, et qu'il y a une question de répartition des richesses aussi, on pourrait créer les conditions d'allouer les ressources pour un objectif politique, c'est-à-dire partir à un âge décent avec un niveau de pension digne. L'espérance de vie, on va en parler dans un instant avec Thomas Soulier. Justement, il va venir nous rejoindre pour nous donner des éléments sur l'espérance de vie, parce que c'est évidemment un élément très important. Mais en attendant, peut-être Jean-Baptiste Djebbari, Marlène Schiappa, vous pouvez répondre à Adrien Quatennens. Moi, je crois que ce que nous tentons de faire aujourd'hui, c'est probablement une réforme qu'aurait dû faire la gauche bien avant. Et notamment la gauche à laquelle appartient Adrien Quatennens. Parce que ne pas penser, ou penser plutôt qu'aujourd'hui, le système, qui est quand même très inégalitaire, qui n'adresse pas la grande précarité, qui n'adresse pas les trajectoires au SMIC toute sa vie, qui en plus est très défavorable aux femmes. Soit effectivement on est dans une vision purement politicienne des choses et vous politisez tout de suite le débat, président des riches, etc., etc. Soit vous essayez d'être réellement honnête sur le sujet et dire que cette réforme, elle vise à créer un nouveau système pour les 40 prochaines années sur la base de la réalité des parcours d'aujourd'hui, en étant très lucide sur
les carrières telles qu'elles sont aujourd'hui, on est en train d'essayer sur les inégalités telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'elles demeureront demain si on ne fait rien. Et effectivement, en adressant le sujet de l'équilibre financier, ce qui n'est pas infamant. Bien sûr. Et juste, je finis d'un mot, parce que je commence à connaître un peu votre discours. Vous utilisez souvent la part du PIB. Dire que ce que nous proposons, ce qui est juste, c'est de garder effectivement 14% de la richesse nationale pour financer les retraites demain. Mais je le dis, quand on compare 2009 à 2019, en gardant 14%, cela a permis d'avoir 2 millions de pensionnés en plus et d'augmenter les pensions de 20%. On va y revenir. L'espérance de vie. Cet argument-là que vous utilisez chemin faisant, il est assez largement invalidé par les faits. L'espérance de vie, vous en avez parlé, Adrien Quatennens, oui. Ça concerne tout le monde, on veut avoir des chiffres. Thomas Soulier. Je vais rester très factuel pour ne pas me faire contredire par votre invité, Adrien Quatennens. D'abord, des chiffres de l'INSEE, ça c'est factuel, Adrien Quatennens, sur l'espérance de vie des hommes. Ils ont, une espérance de vie de 79 ans et 5 mois et 85,3 pour les femmes. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Et entre 1982 et 2017, l'espérance de vie a augmenté pour les hommes de 2 ans et 7 mois et pour les femmes, de 3 ans et 1 mois. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion avec l'espérance de vie, certes, mais en bonne santé, c'est-à-dire des Français qui sont en pleine capacité physique et qui peuvent avoir une activité régulière et quotidienne. Selon Eurostat, chez les femmes, cette espérance de vie est de 64 ans et 9 mois, plus de 62 ans pour les hommes. Et comme je vais être un petit peu ambitieux, aller encore plus loin. Jusqu'à quel âge sommes-nous, nous Français, en bonne santé? Selon une étude, en 2018, 76 années et 2 mois pour les femmes, et pour les hommes, c'est un peu plus de 75 ans. Ces deux chiffres, Ruth et Bruce, sont en hausse constante, et ce depuis 10 ans maintenant. Et Adrien Quatennens, en quelque sorte, moi je considère que vous allez créer une multitude de régimes spéciaux par génération cette fois-ci. Mais la question fondamentale que se posent les Français qui nous écoutent s'agissant de leur retraite, c'est à quel âge je pourrais partir et avec quel niveau de vie. À la première question, vous répondez en quelque sorte 64 ans et, comme l'a dit Édouard Philippe, progressivement toujours plus. Parce que ce que les Français doivent comprendre, c'est qu'avec un système par points, l'âge pivot, c'est la définition même d'un pivot, c'est que ça va se décaler et que mécaniquement ça va se reporter. Ça dépend de l'espérance de vie, ça dépend de plein de facteurs. Oui, alors, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 63 ans. On a expliqué qu'il y avait aussi une autre espérance de vie. Bien sûr. Et puis vous arrivez à prévoir les conséquences de tout ce qu'on connaît écologiquement, de la pollution, etc. sur l'espérance de vie à venir. Moi, j'en suis pas si sûr que vous. Mais surtout, vous avez ce préconçu qui consiste à dire, comme on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. Sans tenir aucun compte du fait que c'est notamment, pas que bien sûr, mais notamment parce qu'on a diminué le temps de travail dans la vie, que l'espérance de vie a augmenté. Attendez, mais si je peux terminer un développement jusqu'à son terme. Mais sur développer longuement. Assez, relativement moins que... allez-y. Je pense quand même que les progrès du système de santé sont... Mais surtout, monsieur le ministre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que travailler toujours plus fonctionne? Aujourd'hui en France, à l'âge d'arriver à la retraite, vous avez 1 actif sur 2 qui n'est plus en emploi. Vous avez quelques 300 000 chômeurs de plus de 60 ans dans ce pays qui, pour l'essentiel d'entre eux, ont quasiment toutes leurs années de cotisation. Et moi, je vous le dis, allonger le temps de travail, ça veut dire accroître le chômage aux 2 extrémités de la vie active. Le chômage des seniors et l'emploi est extrêmement précaire. Et de l'autre côté, le chômage des jeunes. Et à la question quel niveau de vie, donc il faudra partir toujours plus longtemps, et à la question quel niveau de vie, là c'est la tombola. On sait quel est le prix du ticket d'entrée, mais on ne sait pas combien on va gagner à la fin, puisque effectivement, vous dites que la valeur du point sera entre guillemets garantie, mais la valeur du point n'offre aucune garantie quant au niveau de vie, puisque la variable d'ajustement, ça sera bien la vie des gens par l'âge et par la décote. Et en réalité, qui est satisfait de cette réforme? Ce sont les amis de Monsieur Delevoye, dont on apprend d'ailleurs ce soir qu'il n'avait pas le droit, au-delà de l'aspect moral, qu'il n'avait pas le droit de cumuler sa fonction et de cumuler les fonctions qu'il occupait auprès des assurances. Parce que, juste pour être clair, je termine là-dessus, Bruce Toussaint. Cette réforme, Bruce Toussaint, cette réforme a été inspirée par des fonds de pension, notamment le fonds de pension américain BlackRock. Pourquoi, Madame Schiappa? Eux, vous êtes sûr d'une chose? Ils ont sabré le champagne aujourd'hui. Ils ont sabré le champagne aujourd'hui pour une raison. Alors, la réponse, attendez, je termine là-dessus, s'il vous plaît. Si, je vais terminer là-dessus. Soyez plus rapide. Quand vous maintenez un âge légal à 62 ans, vous autorisez les gens à partir à 62 ans, mais vous avez un âge d'équilibre qui se décale toujours. Ce qui fait que si vous partez avant l'âge d'équilibre, vous êtes tapé sur le niveau de vente pension. Donc si vous voulez pas avoir une pension plus faible, vous avez intérêt à aller cotiser
divisé dans les régimes par capitalisation qui se réjouissent de votre réforme. Et de la même manière, quand vous abaissez le seuil pour les hauts revenus, c'est en encouragement à la capitalisation. La réponse de monsieur et pour les femmes, j'y reviendrai après, parce que c'est une drôle de vision du féminisme absolument, que vous avez avec cette réforme. La réponse de monsieur... Et juste après, dans notre sondage que nous allons vous dévoiler. S'il vous plaît. Okay. Sur l'âge et sur le niveau de pension. Sur l'âge et sur le niveau de pension. Sur l'âge, nous avons dit depuis le début, et c'est d'ailleurs une demande très forte de la CFDT, de travailler évidemment pour ceux qui ont des conditions de vie difficiles. C'est la pénibilité, c'est les carrières longues. Nous étendons le champ de la pénibilité et nous préservons le dispositif carrière longue. Premier élément. Sur le niveau de pension, la tombola, c'est aujourd'hui. Je défie quiconque autour du plateau ici de nous dire quand il pourra partir, combien il touchera. La tombola, c'est aujourd'hui. Et par ailleurs, pour finir, et pour être court sur le sujet de la capitalisation, etc., et ce que vous essayez ne dites pas que c'est un vague fantasme, vous le savez. Mais évidemment, c'est un fantasme. Aujourd'hui, 80% du système, c'est la sécurité sociale. C'est tellement pas un fantasme que depuis des semaines, ils sont les seuls à se réjouir de votre réforme. Moi, il n'y a pas une matinale que je fais en ce moment sur les retraites sans qu'avant que je passe sur 4 publicités, il y en a une pour la banque Schmoll, l'assurance Bazar, qui propose à chaque fois les retraites par capitalisation. C'est peut-être que la rumeur. Pas du tout, c'est le vôtre. C'est le vôtre, c'est celui de vos amis, de ceux de M. Delevoye, qui déclare jusqu'au moindre de ses intérêts les plus insignifiants, mais oublie son lien avec les assurances. Mais les assurances, elles n'oublient pas le lien avec votre réforme de retraite, elles le connaissent. L'opinion et la volonté et l'ambition des deux membres du gouvernement qui sont ici aujourd'hui devant vous. Dupé par Monsieur Quatennens, vous laissez la réponse. Ni être dupe, ni être dupé. Ce que nous tentons de faire aujourd'hui, c'est bien de transférer des richesses de la sécu vers le privé. C'est bien de sauver notre système de sécurité sociale par répartition, c'est-à-dire 80% de on va avancer un petit peu dans notre débat, si vous le voulez bien. Et pour la première fois ce soir, nous vous proposons, pour la première fois depuis l'intervention du Premier ministre... S'il vous plaît, messieurs. Pour la première fois depuis l'intervention du Premier ministre, nous avons un élément important, un sondage, c'est le tout premier sondage, la toute première enquête et que nous vous dévoilons ce soir. Elle est réalisée par l'Institut ELAB pour BFM TV. On va savoir la toute première impression, le tout premier sentiment des Français sur les annonces d'Édouard Philippe. Bernard Sananès est avec nous. Le moins que l'on puisse dire, Bernard, c'est que sur les annonces du Premier ministre aujourd'hui, les Français sont divisés. Oui, une France coupée en deux. Les questions ont été posées à partir de 15h, après donc les annonces du Premier ministre, après aussi les premières réactions, notamment celles des syndicats. Coupée en deux politiquement et coupée en deux, c'est très intéressant sur un plan générationnel. Quand on a demandé aux Français, maintenant que vous la connaissez, cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, vous le voyez, on est quasiment à 50-50, 50-49. On est partagé. Ces chiffres, ce 50-50, marquent une réalité extrêmement contrastée. Si je résume, en dessous de 50 ans, on est très opposé à la réforme. Entre 50 et 64 ans, on est partagé. Au-dessus de 65 ans, on y est favorable. Regardons maintenant les différentes annonces et les principes de cette réforme. Sur les deux principes clés, la suppression des régimes spéciaux et la mise en place d'un régime universel de retraite par points. Le gouvernement dispose d'un socle solide dans l'opinion, même si on doit noter que l'adhésion au régime universel est en recul assez sensible par rapport aux mesures précédentes. Par contre, il va lui falloir beaucoup de pédagogie sur deux points. Le premier, vous en parliez dans votre débat, c'est la question de l'âge pivot. Cet âge pivot, il y a une opposition, 54-46, mais surtout, chez toutes les classes d'actifs, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont moins de 64 ans, on voit que ce taux d'opposition dépasse très largement ce chiffre de 54%. Il rassemble parfois plus de 2 tiers des Français, parfois 7 actifs sur 10. Et c'est la même chose sur l'engagement central qu'a pris Édouard Philippe. Est-ce que ce système de retraite va altérer ou pas le montant des pensions? Là aussi, on le voit, une opposition à 56-44 avec les mêmes disparités. Chez les actifs, on est à une opposition qui dépasse les 2 tiers. Et donc ça pose pour l'exécutif une question, au-delà d'une bataille d'opinion au global qui n'est pas perdue, peut-il faire cette réforme dans les mêmes conditions avec l'opposition très nette de ceux qui travaillent? Alors, Bernard Sananès, qu'en est-il de l'opinion des Français sur le mouvement, sur le conflit en cours, sur les grèves? Alors, vous le savez, c'est un peu une tradition en France. On a une approbation plus forte des mouvements sociaux. Et dans les conditions que je viens d'évoquer, c'est-à-dire à la fois une adhésion au principe, mais une inquiétude forte sur les modalités, eh bien, l'approbation à l'égard de la mobilisation sociale reste majoritaire. Elle est légèrement en recul de 4 points, notamment en Île-de-France où elle est en recul de 10 points.
Mais vous le voyez, plus d'un Français sur deux exprime soutien ou sympathie, 28% de soutien, 26% de sympathie. Un gros tiers exprime une opposition plus inquiétante pour le gouvernement. Enfin, quand on demande aux Français qui est responsable du blocage, c'est d'abord l'exécutif, pour 4 Français sur 10, 28% les syndicats, 30% et l'un et l'autre. Adrien Quatennens, Bon. 2 minutes pour question-réponse. D'abord, sur la conception que vous avez du féminisme, Madame Schiappa, moi je ne crois absolument pas que cette réforme par points va améliorer quoi que ce soit pour les femmes. C'est même le contraire. Par exemple, s'agissant des pensions de réversion, donc vous savez que 90% des bénéficiaires sont des femmes. Vous allez basculer l'âge d'accès à ces pensions de 55 à 62 ans. Ça veut dire qu'il faudra attendre 7 ans de plus pour pouvoir obtenir ces pensions. Madame Schiappa, avec rien que cette mesure, 84 000 femmes ne vont plus disposer de ce revenu. Attendez. Réponse. Et sur les femmes, je termine après, je laisse la ministre me répondre sur les femmes. Ensuite, vous devriez savoir que si véritablement on payait les femmes comme les hommes, sachant qu'il y a 20% en moyenne d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, on aurait beaucoup de cotisations en plus qui solderaient largement pour le court terme le problème des retraites. Et enfin, sur cette affaire de majoration de la pension dès le premier enfant, c'est une drôle de conception du mode de vie marital que vous imposez en quelque sorte et de ce que doit être la vision d'une femme dans sa vie, sa mise en couple, etc. Parce que, féminisme. Bah oui, bien sûr, mais avec plaisir. Vous dites qu'en gros, dès le premier enfant, ce qui est nouveau, puisqu'avant effectivement il fallait attendre 3 enfants pour avoir 10%, mais là maintenant ce sera seulement 5% dès le premier, mais on pourra octroyer cette majoration de 5% soit à l'homme, à discrétion du couple en quelque sorte, soit à l'un ou les deux membres du couple. Si c'est un couple hétérosexuel, on sait qu'en général, et vous ne me démentirez pas, les hommes gagnent plus que les femmes, Madame Schiappa. Donc ça veut dire que, logiquement, pour que le couple bénéficie de plus de ressources, il ferait le choix d'allouer cette majoration à l'homme. C'est une très drôle de vision de la place des femmes. Et enfin, le calcul sur toute la durée de la vie, vous le savez, le calcul par points sur toute la durée de la vie, effectivement ne tiendra pas compte des carrières précaires et d'ailleurs précarité de l'emploi que votre gouvernement aggrave. Alors, de combien de temps est-ce que je dispose? Parce que allez-y, rapidement. Ce ne sera pas rapide. Alors, sur les pensions de réversion, d'abord... Alors, dans ces cas-là, je ne peux pas... Si, vous allez être rapide, sur les questions de pensions de réversion, ce que nous faisons, c'est que nous nous adaptons à la réalité des modes de vie actuels. Le système actuel de retraite dont nous bénéficions actuellement, il a été construit après la Seconde Guerre mondiale. À une époque où, somme toute, on divorçait, on se remariait plutôt moins que la situation actuelle. La situation des familles, elle a évolué, donc une pension de réversion. Maintenant, on considère qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a peut-être parfois un deuxième mariage, peut-être parfois un troisième mariage. C'est la réalité de la France telle qu'elle est à l'heure actuelle. Sur les salaires, moi, ce que je voudrais... Non, pas du tout. Mais je suis en train de vous expliquer. Il y a 2 manières dont nous réduisons les inégalités femmes-hommes de façon très méthodique et très sérieuse. La première, c'est avec des correctifs. Je l'ai expliqué tout à l'heure à Monsieur Martinez, mais peut-être n'avez-vous pas écouté, je le répète bien volontiers. La première, c'est avec des correctifs et la deuxième, c'est en anticipation. Sur la question des salaires, nous avons créé, une loi, ce gouvernement, qui oblige les entreprises à publier les écarts de salaire, à faire la transparence et à les résorber dans un temps record. Ensuite, nous créons en ce moment avec puisqu'il y a une obligation légale de résorber les inégalités de salaire. C'est ce qu'on appelle l'écart inexpliqué de 9% à même poste à poste égal. Vous avez ensuite un écart de 25% qui est l'écart structurel. Pourquoi? Parce que les femmes s'arrêtent davantage de travailler pour s'occuper des bébés, des nouveau-nés, des enfants, 76% selon l'INED, mais aussi pour s'occuper des personnes âgées dépendantes. C'est la raison, je vous réponds de façon méthodique, je ne suis pas dans l'incantation. Moi non plus, moins que vous a priori en tout cas. Et donc là-dessus, il y a un congé aidant qui ouvrira des droits à la retraite, mais il y a aussi un allongement du congé paternité. J'espère, Monsieur Quatennens, que vous le voterez en tant que député. Avec Bruno Le Maire, nous sommes en train de travailler à l'allongement de ce congé paternité. Sur les majorations, soyons très précis. Alors, ce sera 5% pour l'homme ou la femme, c'est vrai ça? Ce sera 5% dès le premier enfant. À l'heure actuelle, pour l'homme ou la femme? Mais évidemment, comme dans le système actuel, ce sera par défaut. Mais je vous réponds, ce sera par défaut attribué à la mère pour qu'il n'y ait pas de nouvelles inégalités. Mais écoutez, enfin, on n'est pas dans un État soviétique, on ne décide pas de la vie privée des gens. Donc par défaut, ce sera attribué aux mères, mais à l'intérieur du couple, chacun est adulte et peut se mettre d'accord. Dernière chose très rapidement sur le congé maternité. Le congé maternité, vous aurez 100% des points. Ce sera comme si vous aviez travaillé et il y aura par-dessus une surmajoration pour les familles nombreuses. Donc les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme des retraites. Vous honorerez à l'approche des fêtes de retirer ce projet de loi. Et cette réforme je viens de vous démontrer que les femmes sont les grandes gagnantes de ce projet. Donc nous allons le maintenir. Bien sûr que non, moi je viens de vous démontrer l'inverse et vous n'avez répondu à rien. Merci beaucoup à tous les 4.